Madame la ministre, chers collègues, l'ordre du jour de notre réunion appelle l'examen des politiques publiques relatives à la mission Outre-mer. Exceptionnellement, nous procéderons dans un premier temps la discussion portant sur la thématique d'évaluation retenue par le rapporteur spécial Nicolas Sansu, qui, bien de rattacher à la mission Cohésion des territoires, trouvera logiquement sa place dans la CEPP consacrée à la mission Outre-mer, puis dans un second temps, une discussion centrée sur l'exécution budgétaire 2023 de la mission elle-même. Je vous rappelle que les séquences de questions-réponses se déroulent désormais en faisant alterner questions courtes et réponses courtes pour chaque intervention. Nous allons nous intéresser à la thématique d'évaluation retenue par notre collègue Nicolas Sansu relative à la gestion par l'État des crises du chlordécone et des sargasses dans les Antilles. Monsieur le rapporteur spécial, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, il me revient de présenter aujourd'hui devant vous le fruit de plusieurs mois de travail sur les moyens mobilisés dans le cadre du programme 162 des interventions territoriales de l'État concernant la lutte contre le chlordécone et les sargasses en Guadeloupe et Martinique. C'est un travail que j'ai réalisé avec les yeux du profane, tant il est vrai que mon département du Cher n'est pas le premier concerné par ces fléaux. Ce travail s'est construit autour d'une cinquantaine d'auditions en Hexagone et aux Antilles françaises, avec un soin particulier d'échanger librement avec mes collègues de Guadeloupe et de Martinique sur l'avancée de mes travaux. Je veux dès maintenant remercier très chaleureusement M. Bidgrain, notre administrateur, pour son engagement, ses compétences et sa patience. Vous me permettrez également de saluer le collaborateur de mon groupe qui m'a accompagné dans ce travail. Ces deux crises, chlordécone et sargasses, résultent de l'action de l'homme, très directement dans le premier cas avec l'utilisation d'un pesticide au bénéfice d'une agriculture coloniale tournée vers l'exportation de la banane, plus indirectement dans le second cas avec l'intensification du changement climatique. Il n'existe pour aucune de ces deux crises de solution permettant de régler à la source le problème. Il s'agit davantage d'apprendre à vivre avec pour en limiter les conséquences, tout en investissant dans la recherche fondamentale afin d'ouvrir de nouvelles perspectives. Dans les deux cas, le problème de santé environnementale emporte avec lui des enjeux économiques, environnementaux, sanitaires et sociaux, auxquels la puissance publique se doit de répondre. Ces réponses font l'objet de deux plans financés par le programme 162, dont j'ai la charge de rapporter les crédits. Le plan Chlordécone 4, établi pour la période 2021-2027, et le plan Sargasses 2, établi pour la période 2022-2025, et qui vient de rejoindre le programme 162. Sur le chlordécone 4, donc le premier sujet, le chlordécone est un pesticide qui fut utilisé de 72 à 93 de manière dérogatoire, avec pourtant une interdiction aux États-Unis dès 76 et des alertes publiques dès 79 en France. Ce pesticide servait à lutter contre le charançon dans les plantations de bananes en Martinique et en Guadeloupe. Outre la contamination des travailleurs agricoles, les propriétés particulières de la molécule qui lui permettent de rester fixée plusieurs dizaines d'années conduisent à une pollution pérenne des sols et des eaux. Cette pollution se transfère à la population principalement par l'alimentation, c'est-à-dire par la consommation d'eau ou d'aliments contaminés. De ce fait, une partie importante de la population présente des taux de chlordécone dans le sang pour lesquels le risque pour la santé ne peut pas être écarté. 14% de la population adulte en Guadeloupe et 25% de la population adulte en Martinique présentent un dépassement de la valeur toxicologique de référence. Face à la persistance de la pollution et à l'absence de procédés scientifiques efficaces à grande échelle pour le traiter, le plan Chlordécone 4 s'est aujourd'hui recentré sur des actions visant à accroître l'information disponible, à limiter les risques d'exposition de la population et à renforcer le développement de la recherche scientifique. Pour la population générale, cela se traduit par la possibilité pour chaque habitant d'effectuer un test de chlordéconémie, gratuitement avec ordonnance en Guadeloupe et sans en Martinique. Les potentielles sources de contamination sont ensuite testées par des contrôles sur les denrées alimentaires vendues et l'eau potable. Malgré des taux de conformité élevés, 97% environ dans les deux îles, le fort développement dans ces territoires de circuits d'approvisionnement informels, plus faiblement contrôlés, une cinquantaine de contrôles seulement pour les deux îles, pourrait laisser présager des taux de conformité effectifs beaucoup moins bons. Pour les particuliers ayant recours à des productions domestiques, des analyses de sol sont elles aussi possibles gratuitement. Ces tests de sol sont également disponibles pour les agriculteurs volontaires, permettant ainsi de développer progressivement une cartographie de la contamination des sols agricoles, ainsi qu'une adaptation des cultures et des méthodes d'élevage en fonction du niveau de contamination. Que les choses soient dites clairement, j'estime que l'ensemble du plan Chlordécone 4 est utile et pertinent,
et qu'il constitue un effort financier important, mais très tardif. Elle pourrait être encore améliorée, notamment par une amplification des contrôles sanitaires des circuits informels de distribution alimentaire, une harmonisation et une simplification des procédures de réalisation des tests de chlordéconomie, et une intensification des analyses et de la cartographie des sols, ainsi qu'une amélioration des capacités analytiques locales nécessaires à la réalisation de l'ensemble de ces analyses, qu'on ait enfin des laboratoires d'analyse dignes de ce nom et qui puissent intégrer toutes les recherches dans ce cadre-là en Guadeloupe et Martinique. Je suis en revanche convaincu que la faible appropriation de l'information par la population locale est l'une des principales critiques qu'on peut opposer au plan actuel, avec une certaine défiance due au locuteur qui est l'État. Il est nécessaire d'améliorer la diffusion de l'information auprès du grand public en s'appuyant sur des tiers de confiance comme les professionnels de santé, les élus locaux, les acteurs associatifs qui seront mieux écoutés. Par ailleurs, force est de constater que toute mesure visant à lutter contre le chlordécone restera inaudible tant que les questions centrales concernant la responsabilité et la réparation ne seront pas abordées. La responsabilité, c'est d'abord celle d'un modèle de domination coloniale qui a conduit à la monoculture. Aujourd'hui, ce sujet oblige la République, car chacun sait qu'un tel scandale dans l'Hexagone aurait été géré bien autrement et avec plus de célérité. C'est la résultante, comme dit Malcolm Ferdinand, de la chimie des maîtres. Voilà. Or, l'indemnisation proposée à ce jour par le biais du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides ne répond en rien à la quête légitime de réparation des populations antillaises. Fin mars 2024, soit après plus de 3 ans de fonctionnement, 66 rentes seulement étaient versées pour un montant total de moins de 200 000 euros au global. Face à cet échec, je propose d'avancer dans le chemin de la réparation par la création d'un fonds d'indemnisation spécifique, le cas échéant géré par un établissement public indépendant sur le modèle du FIVA, donc les victimes de l'amiante, en partie financé par une augmentation de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques et la création d'une contribution spécifique sur le chiffre d'affaires des gros producteurs de bananes, offrant ainsi une réparation intégrale pour toutes les victimes de maladies liées au chlordécone, qu'elles soient professionnelles ou environnementales, ainsi que pour l'ensemble de leurs ayants droit. Cette mesure profondément politique est la seule, à mon sens, de nature à rétablir le lien de confiance entre l'État et les populations antillaises, en respectant la dignité des victimes. Pour les sargasses 2, donc ce second sujet qui nous réunit aujourd'hui, les sargasses sont une algue brune qui, depuis 2011, s'échoue sur une partie du littoral de la Martinique et de la Guadeloupe. Outre la pollution visuelle et les problèmes d'accès aux plages et aux ports pour les professionnels, la putréfaction des algues échouées est la source d'émissions de gaz, dont l'hydrogène sulfuré, qui s'avère particulièrement désagréable à l'odorat, mais également toxique pour l'organisme. Les sargasses contenant également de fortes concentrations en arsenic et parfois en chlordécone, leur détérioration peut également conduire à une pollution durable des sols et des eaux. Dans ce contexte, le plan Sargasses 2 tire les conséquences de la pérennisation du phénomène par la tentative de mise en place d'une réponse opérationnelle durable. Des collectes en mer s'appuient sur un système de barrage flottant qui permet de bloquer les algues en proche côtier, de les ramasser sur un bateau collecteur, de les transférer sur une barge de stockage pour les immerger ensuite en mer. Pour le ramassage au sol, celui-ci s'opère par des outils mécaniques ou manuellement par la mobilisation d'organismes d'insertion. Pour l'heure, j'ai pu constater que le niveau d'investissement réalisé reste très inférieur aux besoins sur le terrain pour assurer une réponse opérationnelle suffisante en cas d'afflux de sargasses important. Preuve que les crédits actuels s'avèrent insuffisants, les 2 préfectures mobilisent aujourd'hui leur dotation de droit commun, telle que la DETR, au détriment des autres projets des communes. De la même manière, le niveau de connaissance sur le sujet, bien qu'en croissance, reste limité, tout particulièrement concerné les effets sanitaires des échouements. S'il est acquis que la putréfaction de l'algue produit de l'hydrogène sulfuré et de l'ammoniac, la composition précise du gaz dégagé n'a toujours pas été identifiée par l'ANSES. Dès lors, la connaissance précise des conséquences sanitaires d'une exposition chronique aux émanations reste limitée, tant pour la population générale que pour les travailleurs chargés de la collecte. Ce tâtonnement est aussi palpable concernant la gouvernance du plan avec les différentes collectivités territoriales impliquées. En Guadeloupe, un GIP a été créé et un syndicat mixte doit être mis en place pour devenir le bras armé opérationnel au détriment du GIP. En Martinique, un GIP est en cours de finalisation et deviendra l'opérateur unique, mais n'intègre pas les communes, pourtant chargées de la mise en œuvre opérationnelle.
Dans ce contexte, je crois qu'il est maintenant temps de définitivement sortir de la phase de gestion de crise des dispositifs pour enfin arriver dans une phase pleinement opérationnelle à la hauteur des enjeux et des besoins constatés sur le terrain. Pour cela, je propose d'accroître significativement les financements mobilisés non seulement pour l'acquisition de matériel spécialisé, mais également pour les coûts de fonctionnement et de maintenance réalisés par les communes. Ce financement supplémentaire pourrait s'appuyer sur la mise en place d'une taxe additionnelle sur la taxe de séjour susceptible de rapporter entre 2,5 et 5 millions d'euros par an pour un coût entre 25 et 50 centimes par nuitée dans un hôtel 4 étoiles. Enfin, je souhaite vous alerter avec gravité sur 3 risques majeurs concernant les sargasses pour l'avenir. Le premier est celui d'un scandale sanitaire. Si rien n'est fait rapidement pour adapter aux conditions réelles sur le terrain les mesures de protection des travailleurs impliqués dans la collecte des sargasses. Les prescriptions actuelles ne sont dans les faits pas mises en œuvre en raison de la difficulté de faire porter des gants, des bottes et des demi-masques filtrants anti-gaz ou encore une cagoule à ventilation assistée aux travailleurs chargés de ramasser les algues. C'est impossible. Le second est celui d'un scandale environnemental. Si rien n'est fait rapidement pour améliorer les pratiques de stockage, avec des aménagements adéquats pour prévenir la contamination des sols et des eaux souterraines en arsenic. Je vous alerte sur la faiblesse que j'ai constatée sur le terrain des sites actuels de stockage avec des terrains nus, sans aménagement particulier, parfois sur des terrains privés, voire des espaces naturels tout près de la mangrove, très souvent dans des conditions improvisées par l'urgence. Je finis, Monsieur le Président, mais c'est important. Le troisième est celui d'un scandale économique dans la mesure où l'hydrogène sulfuré entraîne une dégradation du matériel électrique et électroménager, auquel il faut ajouter la dévalorisation significative des biens immobiliers du fait des nuisances dues aux sargasses. C'est la raison pour laquelle j'invite le gouvernement à mener une réflexion sur la définition d'un cadre juridique et financier pour indemniser les victimes des dommages matériels causés par les sargasses. Madame la ministre, vous l'aurez compris, la situation en Martinique et en Guadeloupe nécessite une réponse forte, coordonnée et durable de la part de l'État. Nous devons accroître notre mobilisation, intensifier nos efforts de prévention, de recherche et de réparation et adapter nos dispositifs aux réalités locales. Les enjeux sont trop importants pour que nous restions inactifs. Permettez-moi de conclure par une citation d'Aimé Césaire qui résume l'essence de notre devoir. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur spécial. Madame la ministre, vous avez la parole pour 10 minutes au maximum. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le rapporteur. D'abord, permettez-moi de vous adresser mes remerciements, Monsieur le rapporteur, d'avoir choisi d'orienter nos discussions vers 2 sujets qui sont extrêmement importants, puisqu'ils touchent directement, vous l'avez dit, la vie des Antillais. Je vous remercie pour la qualité avec laquelle vous êtes engagé sur ce sujet qui, comme vous l'avez dit, vous mène assez loin des rives du Cher, mais vous amène à vous intéresser aux Antilles. Et je profiterai pour saluer votre administrateur que j'ai eu à connaître ici et qui m'a accompagné sur d'autres travaux dont je connais la qualité du travail. J'aimerais vous répondre sur d'abord le plan chlordécone que vous avez évoqué pour vous dire que ce plan chlordécone 4 témoigne de la mobilisation totale du gouvernement pour lutter contre cette pollution. Et vous avez eu raison de dire, monsieur le rapporteur, de souligner la prise de conscience tardive, puisqu'il aura fallu effectivement attendre 25 ans avant qu'un président de la République, en l'occurrence Emmanuel Macron, s'engage réellement dans ce combat pour réparer, agir et se rapprocher chaque jour d'un peu plus du zéro chlordécone. Sur cette base, donc sur la base du plan 4, nous avons initialement doté ce plan d'un budget de 92 millions d'euros sur la période 2021-2027, dont plus de 31 millions d'euros financés par le programme des interventions territoriales de l'État, complétés par d'autres financements de l'État, dont 3 millions via France Relance et 16 millions relevant des collectivités locales par le biais des fonds européens dont elles assurent la gestion. En juin 2023, après avoir entendu les demandes des élus, parties prenantes et en tenant compte des avancées scientifiques, le budget a été amplifié et renforcé à hauteur de 130 millions d'euros. Désormais, les préfets disposent d'une enveloppe annuelle qui passait de 4,5 millions à 7 millions par an pendant 5 ans, soit une augmentation du budget de 12,5 millions sur 2023-2027.
L'effort sur la recherche et l'innovation a été, lui, doublé à horizon 2030 et dans tous les domaines. La dotation passe ainsi de 26 à 52 millions. Je me permets de partager avec vous quelques chiffres clés sur les crédits engagés pour la période 2021-2023. Le montant cumulé des crédits publics engagés s'élève à 35,7 millions, dont 19,9 millions engagés en autorisation d'engagement sur 2023. L'année 2023 a aussi été marquée par l'engagement de crédits élevés sur la recherche, en particulier par l'Agence nationale pour la recherche, soit 27% du budget du plan, étant précisé que les travaux de recherche complémentaires sont également financés dans les stratégies santé, environnement, alimentation et santé-travail. Le PIT représente la plus grande part de crédits cumulés engagés avec un taux de 44%. Il est mobilisé en priorité pour toutes les actions locales, JAFA, communication, analyse des sols gratuite pour les agriculteurs, aide aux bovins, coordination de la recherche phytovictime, financement des surcoûts liés au traitement de l'eau potable en zone chlordéconée, etc. L'exécution du programme d'intervention territoriale de l'État a été très satisfaisante sur les 3 années, avec un taux de consommation moyen proche de 99% par rapport aux prévisions. En 2023, 99,95% des crédits du programme ont été engagés dans un contexte d'augmentation significative. Depuis le début du plan, les crédits mobilisés sur le fonds d'intervention régional des ARS pour la chlordéconomie et ceux du programme ont été augmentés significativement et le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides monte en puissance avec un montant de 1,3 million cumulé sous forme de rente mensuelle ou de capital. Derrière ces chiffres, ce sont des résultats concrets que nous obtenons et sur lesquels nous souhaitons bien évidemment aller plus loin. En matière de partenariat et de communication, notamment avec la convention que j'ai signée avec l'Association des maires de Martinique il y a quelques mois, permettant d'amplifier l'information des particuliers que vous appeliez, monsieur le député, de vos vœux. Sur le plan sanitaire, des solutions existent pour les habitants de Guadeloupe et de Martinique potentiellement exposés à ce pesticide. Elles visent à mettre le taux de chlordécone dans le sang et son évolution. Ce sont des dosages gratuits à disposition de tous les habitants. Environ 30 000 dosages de chlordéconomie ont été ainsi réalisés depuis la mise en place récente de ce dispositif. En complément, un programme spécifique dédié à toutes les femmes enceintes a été lancé en Guadeloupe. Ce bilan est proposé en même temps que le bilan sanguin de grossesse. Par ailleurs, les personnes surexposées bénéficient gratuitement d'une visite à domicile réalisée par un professionnel de santé pour identifier les sources de leur exposition. Ce sont déjà, monsieur le député, monsieur le rapporteur, plus de 2000 personnes qui sont accompagnées individuellement. Je le redis, des solutions sont possibles et il faut se saisir de tous les outils mis à disposition des habitants potentiellement exposés. Nous agissons également par une meilleure information en formant des professionnels de santé sur les territoires concernés, avec plus de 150 professionnels de santé qui ont d'ores et déjà reçu une formation. Nous agissons également pour les jardiniers amateurs et les exploitants agricoles, avec des analyses de sol gratuites, ainsi que des conseils pour produire sans chlordécone en fonction du niveau de contamination des sols. Pour les éleveurs de bovins impactés par la pollution, à ce jour, plus de 300 éleveurs sont accompagnés et 100 dossiers de demande d'aide ont d'ores et déjà été déposés. Pour les travailleurs ou exploitants ayant contracté une maladie liée à l'utilisation de pesticides en milieu professionnel et leurs enfants exposés en période prénatale, le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides est opérationnel depuis fin 2020. Le cancer de la prostate est reconnu en tant que maladie professionnelle liée aux pesticides, dont la chlordécone, depuis 2021, et au même titre que certains lymphomes ou la maladie de Parkinson. À ce jour, aux Antilles, sur près de 180 dossiers reçus, 120 d'entre eux ont donné lieu à un accord et d'autres réponses sont en cours d'instruction. Près de 80 indemnisations ont été versées. Et entre 2021 et 2023, le montant total versé au titre de ce fonds est de 1,3 million sous forme de rente mensuelle à vie ou de capital. La communication est d'ailleurs amplifiée pour améliorer la notoriété de ce dispositif et faciliter, monsieur le rapporteur, les démarches des victimes. Sur la lutte contre l'échouement des sargasses, comme vous le savez et comme vous l'avez rappelé, ce sont des algues brunes qui s'échouent sur le littoral, plutôt sur la façade atlantique de ces deux îles, et qui causent des désagréments visuels, odorants, avec des impacts sur la biodiversité si elles ne sont pas ramassées. Conséquence du réchauffement climatique, ces échouements vont s'amplifier dans les prochaines années. Le gouvernement a donc décidé d'inscrire la lutte contre ces échouements dans la durée à travers le plan national de prévention et de lutte contre les sargasses, dit plan Sargasses 2, qui est doté de 36 millions d'euros et a bénéficié d'abondements complémentaires lors des 2 dernières lois de finances, ainsi que par la mobilisation des crédits du Fonds exceptionnel d'investissement.
Il s'articule autour de plusieurs axes, je vais en évoquer certains. Le premier, c'est l'axe préventif, pour faire en sorte en premier lieu que l'on prévienne et anticipe les échouements à venir, avec une convention qui a été par exemple signée avec Météo France et le ministère de la Transition écologique, afin d'être informé en amont de ces échouements et d'anticiper les zones de ramassage. En deuxième lieu, la mise en place d'actions qui visent aussi à surveiller les émanations de gaz une fois que les sargasses se sont échouées, par le renouvellement total des capteurs en Martinique et en Guadeloupe en 2024, financé sur le PIT, et au déploiement des capteurs à Saint-Martin. À titre d'exemple, le financement par l'État du fonctionnement et du renouvellement du réseau de capteurs en 2024 représente 110 900 € pour la Guadeloupe. Sur l'axe opérationnel, il vise à mettre en place des mesures, notamment pour la collecte des sargasses. Au cours des dernières années, l'État a en effet apporté son soutien aux collectivités dans le cadre de leur opération de collecte et d'acquisition de matériel. C'est le cas en Guadeloupe, avec les barrages de Petit-Bourg, dans lesquels je me suis rendue, de Marie-Galante ou des Saintes, Terre de Haut. En plus de la pose de barrages, d'autres crédits financeront en 2024 les expérimentations de collecte en mer et de réimmersion, notamment en Martinique. Par ailleurs, au cours de l'année 2024, et au regard des connaissances acquises sur les sargasses, l'aménagement des sites de stockage devra également être amélioré en vue de réduire l'impact sur l'environnement. Dans ce contexte, pour la Guadeloupe, Capesterre de Marie-Galante reçoit 40% des sargasses échouées et possède à ce titre un important site de stockage à Gros-Cap. Ce site a été choisi comme site pilote et bénéficie à ce titre de 853 000 € de l'État depuis 2022. Toujours pour la Guadeloupe, et à titre d'illustration, la participation de l'État pour l'aménagement de sites de stockage est estimée à hauteur de 815 000 € en 2024. Troisième axe du plan Sargasses, la recherche, le développement et l'innovation. À ce jour, aucune filière de valorisation n'est encore prête pour une phase de commercialisation. L'Université de Guadeloupe conduit des travaux qui ont été financés par l'Agence nationale de recherche sur la mise en place de charbon actif dans les sols pour la dépollution ou par des biostimulants. Mais la valorisation dépendra essentiellement des capacités d'abattre l'arsenic contenu dans les sargasses échouées et de l'existence de zones de stockage adéquates dans des sites autorisés. D'autres recherches se poursuivent notamment sur le co-compostage, la pyrolyse, les matériaux de construction. Enfin, nous œuvrons sur le plan de la coopération internationale. Grâce à l'initiative internationale anti-sargasses lancée par notre ministère, avec la vice-présidente de la région Guadeloupe, Sylvie Gustave dit Duflo, dont je salue l'engagement et le Quai d'Orsay. Je vous laisse les rapporteurs spéciaux à ces commentaires. Et le Quai d'Orsay en marge de la COP28 en décembre 2023 à Dubaï et a donné lieu à l'adoption d'une déclaration finale conjointe avec nos partenaires dans la région et l'Union européenne. Cette dernière vise à élaborer un plan d'action international dans la perspective de la conférence des Nations Unies sur les océans qui se tiendra à Nice en 2025. Voilà, monsieur le rapporteur, derrière ces deux sujets, ce sont des populations impactées à qui nous devons des résultats tangibles et le gouvernement s'y engage pleinement. Merci, Madame la Ministre. C'est un vrai sujet. J'étais rapporteur spécial moi-même sur ces sujets sur le mandat précédent. C'est des crises environnementales majeures qui affectent nos territoires d'outre-mer. Bien sûr, la crise de la chlordécone et celle des sargasses. La contamination par la chlordécone a laissé des séquelles durables sur la santé publique et l'environnement dans les Antilles françaises. Et la population continue de souffrir des conséquences de cette pollution avec des taux de cancer, ça a été rappelé, et d'autres maladies préoccupants. Et malgré les efforts déjà déployés, il semble que beaucoup reste à faire pour assurer un dépistage adéquat, une prise en charge médicale suffisante et des mesures de décontamination efficaces. Quant aux algues sargasses, elles causent des dégâts considérables sur les écosystèmes côtiers et impactent négativement l'économie locale, notamment le tourisme et la pêche. Les marées de sargasses perturbent également la vie quotidienne des habitants en raison des émanations de gaz toxiques qu'elles produisent lorsqu'elles se décomposent. Je sais que le gouvernement a beaucoup fait par le passé, continue à faire, mais aujourd'hui, c'est un vrai sujet et je sais que vous allez mettre tous les moyens nécessaires pour répondre à ces enjeux majeurs. Madame, vous souhaitez répondre? Non.
d'abord remercier le député, le rapporteur, pardon, pour à la fois ses propositions. Il avait dit en aparté, nous ne serons pas forcément toujours d'accord, mais il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous pouvons nous rejoindre. D'abord, peut-être commencer par le sujet des sargasses, pour dire que, évidemment, le suivi régulier de la consommation des crédits montre d'abord que les crédits déployés et la mutualisation effectuée par les préfets ont permis de faire face à la programmation. Lorsque des besoins exceptionnels sont intervenus, il a été également possible de recourir à des financements complémentaires. D'abord, pour assurer le renouvellement des capteurs, avec les crédits du ministère de la Santé et du MTE, dans le cadre du groupe de travail qui était monté par les ministères. Et puis, en deuxième lieu, avec la collecte en mer, en mobilisant les crédits du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, avec 1,8 million d'euros en 2023 et 2024. Et puis ensuite, j'en ai parlé dans mon propos, avec l'installation aussi de barrages, 900 000 euros en 2023, qui, je dois le dire, produisent, en tout cas au dire des élus, des collectivités locales qui en bénéficient, une véritable réponse à l'empêchement d'échouement des sargasses sur les côtes. Enfin, le cadrage des besoins de financement devra être à nouveau effectué dans les discussions préparatoires à l'adoption d'un nouveau plan Sargasses qui succédera à l'actuel, après donc 2025, et il coïncidera avec la montée en puissance des GIP et de leur capacité de financement complémentaire. En ce qui concerne le chlordécone, peut-être rappeler sur la question de la création d'un fonds spécifique des victimes de la pollution au chlordécone, les montants du fonds d'indemnisation actuel qui a été créé en 2020 à la demande du président de la République. Une avancée particulièrement significative puisque, comme vous l'aviez dit, monsieur le rapporteur, et comme je l'ai souligné également, il n'y avait pas eu, avant la prise de conscience du président de la République, il n'y avait pas eu avant d'engagement par les gouvernements précédents sur la question de cette indemnisation sur le chlordécone. Une avancée donc significative pour l'indemnisation des victimes de maladies professionnelles exposées aux pesticides et leurs enfants exposés en période prénatale. La reconnaissance du cancer de la prostate comme maladie professionnelle en 2021 facilite l'accès au fonds. Et ce sont à ce jour près de 180 dossiers qui ont été reçus, 120 qui ont donné lieu à un accord et d'autres qui sont en cours d'instruction, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Entre 2021 et 2023, le montant total de ce fonds est d'1,3 million d'euros. La création d'un fonds spécifique pour la chlordécone pose évidemment la question, monsieur le rapporteur, du dimensionnement en plus des responsabilités. Afin d'approfondir ces réflexions, il serait indispensable de pouvoir s'appuyer sur des éléments de consensus scientifique consolidés sur les conséquences sanitaires de l'exposition au chlordécone, avec la création d'un établissement public qui risque d'être lourd et risque de retarder la mise en œuvre d'actions. Mais nous pourrions évidemment engager des réflexions sur la gouvernance. Voilà, Monsieur le Président, les réponses que je me propose d'apporter. Merci, Madame la Ministre. Nous allons passer aux orateurs de groupe pour 2 minutes chacun. Et nous commençons par le groupe Renaissance avec Benoît Mournet. Non, merci Monsieur le Président. Je pensais intervenir à l'issue de la mission Outre-mer, simplement saluer le travail du rapporteur et la réponse de la ministre. On fera une intervention après la mission Outre-mer. Merci. Très bien. Pour le Rassemblement national, Monsieur Yohann Gillet. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, le débat sur le chlordécone est toujours vif, comme en témoignent les alertes lancées encore assez récemment sur les emballages des bananes en Martinique. Depuis l'apparition de ce scandale, plus de 90% de nos compatriotes guadeloupéens et martiniquais sont contaminés par le chlordécone. Je voudrais vous faire 2 observations. La première concerne la gestion des parcelles contaminées
Dans une réponse à un rapport de la Cour des comptes, la Direction générale des Outre-mer indiquait au mois d'août dernier qu'il existe des solutions pour produire des aliments sans risque chlordécone, y compris sur des parcelles contaminées en fonction de leur teneur en chlordécone et de la sensibilité des productions agricoles. Il serait bon que nous en sachions plus, en particulier sur ce que le dernier plan chlordécone de l'État prévoit très concrètement en la matière. De façon plus générale, il conviendrait de mettre en place des aides solides à la reconversion des parcelles contaminées. Ma deuxième question porte sur le financement des actions des pouvoirs publics sur le chlordécone. Sur ce sujet de financement, nous prenons bonne note des crédits prévus au budget pour le plan chlordécone 4 qui couvre la période 2021 à 2027. Mais au-delà du budget de l'État, il serait utile de demander d'avoir un point d'étape et de demander davantage de financements européens qui ne sont, comme on le rappelle à chaque occasion, qu'un retour partiel de l'argent des contribuables français. Le dernier plan chlordécone prévoit en effet 92 millions d'euros, dont 16 pris en charge par les fonds européens, ce qui est très faible. Le dernier bilan d'étape du plan chlordécone montre par ailleurs que seulement 2 millions d'euros de fonds européens ont été engagés et 0 exécutés. Je pose donc la question, n'y a-t-il pas un problème de dimensionnement et de mobilisation des fonds européens sur ce dossier? Merci. Merci, Madame la Ministre, pour 2 minutes. Oui, merci Monsieur le député de votre question. D'abord, dire que le chiffre de 90% de population contaminée doit être manié avec beaucoup de prudence, me semble-t-il. Et rappeler peut-être, en répondant à cette question, que aujourd'hui, il est tout à fait possible, et on y engage chacun des habitants de Martinique et de Guadeloupe, de faire un bilan qui permet de connaître son taux de chlordéconomie. Je pense que c'est important de le rappeler pour éviter de créer une forme de psychose sur le sujet. Taux de chlordéconomie qui peut être évidemment réduit en dessous du seuil d'alerte grâce à une nutrition et des habitudes alimentaires qui peuvent être analysées en étant accompagnées par des associations dont je profite de saluer le travail. Vous n'avez, monsieur le député, interrogé sur l'analyse des sols et en particulier sur les exploitations agricoles. Vous dire que les analyses de sol sont financées par le plan chlordécone pour tous les jardiniers et agriculteurs. Comme vous le savez, dans les Antilles, les jardins créoles sont extrêmement importants. Ils bénéficient en outre, en plus de financement de conseils adaptés pour produire des aliments sains, y compris sur des sols contaminés. Les moyens financiers ont été renforcés au cours des dernières années, notamment avec le programme JAFA, et tous les résultats d'analyse sont publics sur une carte en ligne qui permet de dire que le taux de couverture par analyse des sols à surface à risque peut atteindre 35% en Guadeloupe et 25% en Martinique. Pour aller plus loin, plusieurs initiatives locales permettent d'inciter les producteurs agricoles à faire analyser leur sol. Il est prévu de renforcer l'information des particuliers sur ces analyses et la convention que j'ai signée avec l'Association des maires de Martinique, qui pourrait trouver un écho d'ailleurs en Guadeloupe, permettra d'amplifier l'information des particuliers. Enfin, je pense que la généralisation des analyses de sol sur une base plus prescriptive que ne le sont les actuelles dispositions incitatives, gratuité des analyses, ne semble pas efficiente si elle n'est pas ciblée sur les zones à risque et encadrée afin d'assurer la représentativité des analyses réalisées. Voilà, monsieur le député. Merci, Madame la Ministre. Pour la France insoumise, Jean-Hugues Rateneau. Il passe là-bas. Très bien. Pour le MODEM, Pascal Lecamp. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Chers collègues, j'ai bien lu avant et entendu maintenant avec intérêt les recommandations de M. Sansu sur ce sujet si sensible qui est le chlordécone et je veux ici le saluer pour la qualité de son rapport. Certaines de vos propositions, notamment relatives au contrôle sanitaire des circuits informels ou la simplification du processus de remboursement des tests, semblent aller dans le bon sens. Puisque les travaux du rapporteur ne sont pas de nature strictement budgétaire, mais se sont un peu éloignés de ce cadre, je me permettrai de m'en écarter un peu aussi, en interrogeant la ministre sur Canary 2. Comment la réalisation de l'étude avance-t-elle ? Et enfin, au-delà des indemnisations des victimes que vous avez précisées à l'instant, 1,3 million d'euros sur 2021-2023, envisagez-vous des conséquences sur les crédits alloués à chlordécone 4 qui courent jusqu'à 2027 ? Je
Je vous remercie. Non, monsieur le député, on va essayer de vous répondre maintenant. Donc, j'ai été habitué à la commission des lois, on prend plusieurs questions d'un coup, et là, le question-réponse est... voilà, et on va y arriver, donc, monsieur le député Pascal Lecamp, sur la question de Canary 2 sur laquelle vous m'interrogez, d'abord, vous dire que ces travaux vont nous permettre de mettre à jour les taux de chlordécone dans le sang avec un objectif 3000 qui est presque atteint à l'heure où je vous parle. Sur les autres parties de votre question, vous avez interrogé sur le dispositif de chlordéconomie. Il a été mis en place sur 2 territoires, avec une approche harmonisée en ce qui concerne les informations et les messages clés à délivrer, avec les parcours d'accompagnement, l'interprétation des résultats, la formation des professionnels de santé et de gestion de données. Le recours à la prescription médicale renforce l'accompagnement par un professionnel de santé, médecin ou sage-femme, pour ne pas laisser les personnes seules dans la compréhension du résultat. En Martinique, la prescription médicale n'est pas obligatoire suite à une forte demande sociale, mais 70% des chlordéconomies se font via une prescription. Des réflexions sont en cours avec les 2 agences régionales de santé pour faciliter l'accès à la chlordéconomie pour toutes les personnes les plus vulnérables et les plus exposées, et en particulier celles les plus éloignées du système de soins. Et d'ores et déjà, des actions de communication sont engagées et seront renforcées à destination du grand public et des professionnels de santé pour renforcer le recours au dosage du chlordécone, en particulier par les publics cibles prioritaires. Enfin, la Haute Autorité de Santé a été saisie par le ministre de la Santé dans le but de formuler des recommandations pour évaluer la pertinence de la chlordéconomie et se prononcer sur une prise en charge de ce dosage par l'assurance maladie. L'avis de la Haute Autorité de Santé est attendu d'ici la fin de l'année et permettra du coup d'éclairer les décisions du gouvernement. Voilà, monsieur le député. Merci, madame la ministre. Johnny Ajar pour les socialistes. Merci, monsieur le président, madame la ministre, chers collègues. Je pense que nous ne vivons pas dans le même monde. Je ne peux aujourd'hui me satisfaire d'entendre que certains indicateurs, notamment de consommation financiers, qui ne correspondent pas du tout à des traitements de fond d'un vrai scandale d'état d'empoisonnement des populations martiniquaises et guadeloupéennes, au chlordécone, mais aussi au sargasse, parce que derrière, nous avons maintenant un cocktail. Et le chlordécone, c'est depuis plus de 50 ans. Et quand je regarde le peu de moyens financiers et l'absence de vision globale, parce que vous vous limitez à parler de concentration, de chlordéconémie, de concentration dans le sang et de chlordéconémie. Vous avez une approche à l'exposition au chlordécone qui est une approche préventive. Vous n'avez pas une approche médicale globale qui nécessite, alors qu'il y a un service au niveau du CHU de la MENA en Martinique, pour cela, vous n'avez pas cette approche-là. Les moyens financiers ne sont pas affectés suffisamment, ni en montant, en niveau, ni même en rythme dans l'action de ce qui est mis en place. Nous avons besoin de diagnostics de pathologies spécifiques, notamment sur les cancers, sur les troubles neurologiques, reproductifs et développementaux. Aujourd'hui, l'État agit en surface. Ce n'est pas parce que j'aurais pris un Doliprane et que j'aurais fait baisser la fièvre que je ne suis plus malade, parce qu'on n'aura pas traité la maladie de fond. Donc, je vous invite à changer de paradigme. Je l'ai déjà fait en plénière. La réalité du chlordécone, aujourd'hui, en termes d'empoisonnement, sur 50 ans, ne peut pas, avec le peu de moyens et surtout l'absence de vision de fond réelle pour régler les problèmes de fond. Je parle de réparation, je parle de dépollution, je parle de gestion médicale et d'accompagnement social et économique. Je parle véritablement de sauver des vies quand on voit la réalité de ce qui se passe dans notre territoire. Madame la ministre.
Non, non, votre micro là-bas. Oui, monsieur le député, moi je ne peux pas vous laisser dire ça et avoir ce type de propos polémiques. Aucun gouvernement, si c'est polémique, aucun gouvernement, d'accord, ne s'était engagé à ce niveau, même pas à ce niveau, ne s'était engagé tout court sur ces deux sujets, aucun. Donc aujourd'hui, il y a un effort extrêmement important qui a été fait. Depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'était un sujet qui a été pris à bras-le-corps. Il a été pris à bras-le-corps par personne d'autre auparavant. Pas par le président François Hollande, pas par un autre président avant. Donc, et comme vous l'avez dit très bien, monsieur Ajjar, ce problème était identifié, en tout cas pour la chlordécone, depuis plus de 50 ans. Donc, effectivement, il y a une prise de conscience tardive que nous regrettons tous. Et celui qui, le premier, s'est soucié réellement de ce sujet et qui a engagé des millions d'euros sur ces sujets pour justement accompagner les Antillais qui sont exposés à ces problèmes, c'est le président Emmanuel Macron et c'est le gouvernement auquel j'appartiens. Donc sur le financement, on a augmenté de 90 millions à 120 millions, et cela dès 2023. Je pense que c'est aussi extrêmement important de rappeler, en plus de l'aspect financier, qui est en constante progression sur ces deux sujets, à quoi ça sert. En ce qui concerne la chlordécone, tous les champs sur lesquels vous nous engagez à aller sont couverts. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en satisfaire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller plus loin, c'est au contraire la volonté du gouvernement. Mais en revanche, vous ne pouvez pas dire qu'on donne un Doliprane. D'accord ? Donc voilà, non, parce que, pardon, mais les groupes d'opposition auxquels vous appartenez n'ont rien donné. Même pas un Doliprane. Donc, en ce qui concerne le chlordécone, je rappelle quand même les 3 accompagnements qui sont les plus importants. 1, l'accompagnement des personnes exposées pour faire en sorte qu'elles puissent justement avoir un état de santé, de leur santé, et qu'elles puissent bénéficier de conseils pour avoir justement une nutrition adaptée et sortir de cette exposition. Mais parce que, mais le fait d'avoir une consommation adaptée permet d'atteindre ce zéro chlordécone. Je pense que c'est important de le dire. Deuxièmement, la dépollution, donc extrêmement important. Et 3, le fonds, dont j'entends qu'il est perfectible, mais qui aujourd'hui permet d'indemniser des victimes. Et je pense que c'est un progrès. Merci Madame la Ministre. Monsieur Marcellin Nadeau pour la gauche démocrate et républicaine. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Alors Madame la Ministre, vous voudriez, alors que nous sommes conscients, nous élus en tout cas des 10 Outre-mer, de la réalité de la souffrance des populations, vous voudriez qu'on vous dise aujourd'hui, bravo, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et non, on n'est pas en mesure de le dire parce que ça ne correspond pas à la réalité. Et je voudrais vraiment remercier mon collègue Nicolas Sansu du Cher d'avoir opéré dans la rupture avec ce que Césaire appelait, puisqu'il a cité Césaire, la tyrannie par l'indifférence à laquelle on nous avait jusqu'à présent habitués. En tout cas, cette question du chlordécone nous paraît essentielle, tout comme d'ailleurs celle des sargasses. Alors, sur la partie chlordécone, le rapport met l'accent sur la nécessité d'engager un processus de reconnaissance de responsabilité et de réparation, une condition préalable à l'appropriation par la population de toutes les politiques publiques mises en place pour lutter contre le chlordécone. À ce titre, le processus d'indemnisation est aujourd'hui, selon les dires du rapporteur, inopérant. Donc, monsieur le rapporteur, pouvez-vous préciser à Madame la Ministre quel aspect du dispositif dysfonctionne ? Est-ce le champ des personnes couvertes par l'indemnisation, la complexité des démarches administratives ou encore la faiblesse du montant des indemnisations? Vous évoquez également la responsabilité d'un modèle agricole colonial. L'héritage de ce modèle était toujours présent dans l'économie. Si oui, comment cela se traduit-il? Sur la partie sargasse, on peut s'étonner aussi des problématiques. Sur la question du stockage, on a parlé du fait que les installations de stockage ne sont pas classées ICPE. On peut également parler de la protection des personnes chargées du ramassage de ces sargasses. Bref,
Pourtant, tout cela ne relève pas du financement, mais on a l'impression d'une certaine lenteur, d'une certaine inertie qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Et je pourrais d'ailleurs interroger l'inexistence, parce que je suis moi-même député de la zone nord-atlantique, avec notamment la commune du Marigot, avec une forte exposition de populations pauvres. Nous sommes confrontés à une réalité d'injustice environnementale sans possibilité d'indemniser des populations victimes. Je vous remercie. Madame. Pardon, non. Oui, mais vous répondrez à la fin. Madame la ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Pardon, mais je ne méprise pas ou je ne méconnais pas la souffrance des habitants. Je me suis rendu plusieurs fois aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique récemment. J'ai eu plusieurs fois l'occasion, dans le cadre des déplacements que j'ai organisés, de justement vouloir traiter de cette question précise du chlordécone, en rencontrant les associations, en allant signer une convention avec les maires. C'est une préoccupation constante du gouvernement. Il n'y a ni mépris, ni désintérêt de la question, du gouvernement sur la souffrance des habitants. Je la mesure à chaque fois que je me rends aux Antilles, et je tiens à l'affirmer ici très clairement. Donc il n'y a pas de tyrannie de l'indifférence, comme cela a pu être dit, ni dans la prise de parole publique du gouvernement, ni dans les intentions du gouvernement, et ni dans les actes, puisque, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, je le redis, on a une augmentation de budget de 30 millions d'euros. Moi, je ne sais pas, dans le contexte actuel, j'aimerais avoir d'autres plans et d'autres programmes, parce qu'il y a d'autres questions qui se suscitent, qui bénéficient de ce soutien. Donc, encore une fois, je ne dis pas que c'est pour solde de tout compte, pas du tout. Je considère que c'est une question prioritaire, qu'il y a une question qui touche tous les Martiniquais et les Guadeloupéens. J'en ai vraiment bien conscience, mais je ne veux pas qu'on minimise l'action du gouvernement. Et je pense que c'est important de le rappeler, y compris sur les sargasses, qui est un phénomène beaucoup plus récent, mais dont on voit bien aujourd'hui à quel point il peut impacter les territoires, que ce soit en participant à l'érosion des côtes. Je pense que ça n'a pas été dit dans les différentes interventions, mais quand j'ai été à Petit-Bourg, c'est justement cette situation qu'on a évoquée d'échouement de sargasses qui viennent éroder des côtes qui sont déjà extrêmement fragilisées par le réchauffement climatique. Donc il y a beaucoup de sujets sur les sargasses également qui méritent là aussi d'être pris en compte et qui auront toute l'attention du gouvernement, monsieur le député. Merci, madame la ministre. Fabienne Di Filippo pour les Républicains. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Ministre, avec mes excuses pour les allers-retours avec la séance où il y a aussi des votes au même moment. Et alors, si mes questions ne vous apparaissent pas pertinentes ou redondantes, je m'en explique par l'avance. Il y en avait simplement deux. La première concerne effectivement le suivi des personnes touchées par des chlordéconomies, des taux très élevés. Comment peut évoluer dans l'année qui vient les moyens, parce que je vois que les professionnels et leurs familles sont accompagnés, et parfois on constate chez des gens qui vivent aux alentours ou sur les exploitations des taux plus élevés que chez les professionnels eux-mêmes. Alors y aura-t-il des moyens pour accompagner et pour effectuer un suivi médical de ces personnes-là ou de leur famille? La deuxième question sur les sargasses, je sais qu'il est possible de les méthaniser, mais c'est un processus excessivement complexe. Le traitement des sargasses et leur recueillement sont des processus extrêmement coûteux. Il faudrait pouvoir un minimum les valoriser, en faire peut-être une source d'énergie, mais sans moyens publics, les difficultés sont très dures à surmonter. Est-ce qu'on prévoit dans les années qui viennent des moyens en termes de recherche sur la méthanisation et le traitement des sargasses et des moyens publics pour éventuellement aller dans le sens d'une production d'énergie verte par rapport à ce qui aujourd'hui est simplement un fléau sans bon côté, j'ai envie de dire avec des grands guillemets? Madame la ministre. Merci beaucoup, monsieur le député Di Filippo. Et d'abord, beaucoup de compréhension sur les allers-retours entre séance et commission. J'ai vécu ça moi-même et c'est assez frais comme souvenir. Évidemment, aucun problème pour répondre à vos deux questions. Sur le suivi médical, le plan chlordécone
permet de renforcer l'accompagnement par un professionnel de santé pour ne pas laisser les personnes démunies dans la compréhension des résultats, notamment quand on fait ce fameux bilan de chlordéconomie que vous citiez. En Martinique, la prescription médicale, qui n'est pas obligatoire, fait quand même face à une forte demande, puisqu'il y a 70% des chlordéconomies qui sont faits via une prescription. On a également, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, 2 agences régionales de santé qui mènent des réflexions actuellement pour faciliter l'accès à la chlordéconomie pour toutes les personnes les plus vulnérables et les plus exposées, en particulier celles le plus éloignées du système de soins. Enfin, on renforce également les actions de communication à destination du grand public et des professionnels de santé pour renforcer le recours au dosage de chlordécone, en particulier pour les publics cibles prioritaires. Et puis, vous avez également parlé de ceux qui sont aux environs des exploitations agricoles. Il y a une cartographie des territoires qui est à la disposition de chacun et qui permet au fait de savoir quels sont les territoires dans lesquels vous êtes exposé. Et également, pour disposer de services, et notamment d'analyse des sols, cette prestation est également accessible aux jardiniers amateurs, donc à des gens qui ne sont pas des professionnels, qui ne sont pas des travailleurs, comme vous le disiez vous-même, mais bien des familles qui ont un jardin potager créole qui leur permet de subvenir aussi à leurs besoins de cette manière. Juste peut-être rappeler que 9 ministères sont mobilisés pour chacune des actions définies pour les plus vulnérables. Voilà, monsieur le député. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur, Merci. est-ce que vous souhaitez conclure après l'examen de vos travaux? Je ne vais pas conclure parce que Pour 2 à 3 minutes. je vais dire un certain nombre de choses. D'abord, remercier aussi le bureau de la commission qui permet l'examen d'une proposition de résolution en séance le 12 juin qui reprend les principales recommandations du rapport donc, qui sera publié ce soir. Et donc, le rapport étant un peu plus complet que ce que j'ai pu dire en introduction, ce qui est bien normal. Rappeler quand même qu'on est dans une période, n'oublions pas, où cette crispation autour du chlordécone se fait aussi le 10 juin. Et il y a un appel à la Cour d'appel de Paris dans le procès du chlordécone qui avait conclu un non-lieu en janvier 2023. Et le parquet général, en droit évidemment, appelle encore à confirmer ce non-lieu, ce qui va évidemment remettre de l'humiliation, j'ai envie de dire, par rapport à celles et ceux qui sont les victimes. Rappeler un certain nombre de choses. Madame la ministre, oui, c'est 1,3 million d'euros la totalité des indemnités, ce qui est extrêmement faible, extrêmement faible. Mais au-delà de ça, dans les 1,3 million, vous en avez 1,1 million qui sont pour 2 enfants qui ont été des victimes lourdes et ça a été jugé par le tribunal où il y a eu de grosses indemnités. Donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est 70 personnes qui ont 200 000 euros. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité aujourd'hui de l'indemnisation. Donc c'est 300 euros par personne et par mois. En moyenne, c'est ça la réalité de l'indemnisation. Et vous ne pouvez pas, je pense que le gouvernement ne peut pas sortir de ce sujet en disant faut pas manger de légumes racines, vous pouvez pas aller pêcher, vous pouvez pas aller pêcher les écrevisses, vous pouvez pas faire des choses, et puis ne faire que des contraintes et qu'il n'y ait pas cette réparation à la hauteur qu'il mérite, parce que, je le rappelle, c'est la chimie des maîtres, c'est-à-dire que on a fait de la monoculture, on parlait tout à l'heure du modèle agricole, on a fait de la monoculture pour l'export, parce que les Guadeloupéens et les Martiniquais ne mangent pas que des bananes et ne font pas que de la canne. C'est pas possible. Il faut qu'ils vivent. Et on a fait ça. Et aujourd'hui, on ne fait rien pour réorienter, y compris cette agriculture, pour qu'il y ait une agriculture vivrière. Je vous invite à regarder ce qui est proposé dans le rapport sur la réorientation du POSEI, c'est-à-dire des fonds européens. Parce qu'à un moment, si on veut que l'Europe intervienne, c'est aussi là-dessus. C'est aussi là-dessus pour aider les agriculteurs, les maraîchers à refaire, à revivre et à faire des cultures vivrières au plus près, à proximité. Et enfin, 2-3 petites choses sur la recherche. Juste un petit mot. On parle beaucoup de recherche.
Moi, j'ai été extrêmement frappé dans les auditions parce qu'on avait reçu le centre de valorisation des algues pour les algues vertes qui nous ont dit on cherche depuis 40 ans, on n'arrive pas à les valoriser. Je suis très inquiet sur la capacité de valoriser les sargasses et je suis très inquiet aujourd'hui du stockage tel qu'il est fait. Et je trouve que quand on va sur place, je n'ai pas le même sentiment que vous, Madame la Ministre. Au contraire, je crois que c'est fait quand même un peu à la va comme je te pousse. Et il va falloir trouver des solutions et mettre des moyens beaucoup plus importants. Les sargasses, c'est 5 millions d'euros par an. Merci. 7 millions... Non, attendez, c'est 0,001% des dépenses. On n'est vraiment pas à la hauteur. Merci, monsieur le rapporteur spécial. J'interroge à présent la commission afin qu'elle autorise la publication de ce rapport d'information. S'il n'y a pas d'opposition, la publication du rapport d'information est autorisée. Merci à vous. Nous abordons... On enchaîne. Nous abordons maintenant la mission Outre-mer. Madame la ministre, vous avez la parole pour 10 minutes sur l'exécution budgétaire de cette mission. On n'a pas le temps de respirer. Tu veux qu'on s'arrête 2 minutes? Comment? Tu veux qu'on s'arrête 2 minutes? Non, non, je pensais que je pouvais lui répondre ensuite. Pas grave. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Donc, je me réjouis de pouvoir continuer ces travaux avec vous aujourd'hui dans le cadre de votre commission. Qui me permet de répondre aux données d'exécution budgétaire de l'année 2003 et pour vous dire d'abord qu'elles traduisent un fort engagement du gouvernement au bénéfice des territoires d'outre-mer. La loi de finances initiale avait ouvert 2 718 millions d'autorisations d'engagement et 2 542 millions d'euros de crédits de paiement. En fin d'année, nous avions consommé 3 215 millions d'euros d'autorisations d'engagement et 2 979 millions de crédits de paiement, soit respectivement 497 millions d'euros et 437 millions d'euros de plus que ce qui était prévu en loi de finances initiale. Cela fait donc 3 années consécutives que la totalité du budget a été consommée et comme vous le voyez, nous sommes même allés significativement au-delà du budget initial. Nous nous sommes adaptés à plusieurs situations d'urgence survenues au cours de l'année en ouvrant les crédits nécessaires sur notre budget. La crise de l'eau à Mayotte, pour laquelle l'État a mobilisé plus de 100 millions d'euros, les besoins du conseil départemental de Mayotte, qui a bénéficié de 50 millions d'euros, et les besoins du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, qui a bénéficié de 37 millions d'euros. Au-delà de ces situations d'urgence, notre exécution s'est pleinement inscrite dans les priorités que nous avions définies dans le budget 2023. Tout d'abord, l'amélioration du cadre de vie et du quotidien des habitants. En matière de logement, nous avons ainsi engagé 245 millions d'euros, soit plus qu'initialement prévu, et financé l'ensemble des projets de construction et de rénovation qui nous avaient été soumis. Les problématiques d'accès à l'eau ont également été au cœur de nos préoccupations. Bien que ce soit une compétence exclusive des collectivités locales, l'État a mobilisé de fortes ressources matérielles et humaines pour intervenir dans des situations très graves. Plus de 100 millions d'euros en 2023 pour la crise de l'eau à Mayotte, pour financer à la fois des travaux de forage, d'amélioration du réseau, les factures des usagers pendant 6 mois, et acheminer massivement des bouteilles d'eau pour l'ensemble des Mahorais. Cela a été une opération logistique sans précédent pour laquelle je salue et remercie l'ensemble des acteurs qui ont y participé, volontaires du service militaire adapté, associations, militaires, fonctionnaires, acteurs de la distribution. En Guadeloupe, nous avons mis en place un contrat d'accompagnement renforcé avec le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement, en contrepartie d'engagement de sa part sur l'amélioration de la gestion financière et de la conduite des investissements. Nous lui avons alloué une subvention de fonctionnement de 24 millions d'euros. Nous le soutenons également pour ses investissements indispensables sur le réseau d'eau. Nous avons retenu la totalité de ces demandes soumises au fonds exceptionnel d'investissement en 2023, soit 9 millions d'euros. Je prêterai particulièrement attention à la bonne exécution des engagements du syndicat mixte. Il en va du quotidien des Guadeloupéens et du respect de l'argent public. Je tiens à faire part à l'ensemble des élus d'outre-mer de ma disponibilité pour contribuer sur le fonds exceptionnel d'investissement
au financement des travaux indispensables sur les réseaux d'eau et assainissement, bien qu'il s'agisse d'une compétence exclusive des collectivités locales. Je rappelle à cet égard que l'eau est depuis 2 ans une priorité. En 2023, ce sont ainsi 20 millions d'euros de projets qui ont été financés. Autre sujet de la vie quotidienne, le coût de la mobilité, dans un contexte où le prix des billets d'avion a augmenté. Comme vous le savez, nous nous sommes lancés dans une profonde refonte de la politique de continuité territoriale depuis 1 an, traduite avec force à l'occasion du comité interministériel Outre-mer, pour un coût total de 20 millions d'euros. En 2023, nous avons agi en revalorisant le montant du bon de l'aide à la continuité territoriale qui est passé de 40 à 50% du prix moyen du billet, en créant de nouvelles aides pour les étudiants, un billet de plus pour les néo-bacheliers afin de rentrer chez eux une fois en cours d'année, et la hausse de la prise en charge à 100% contre 50% auparavant pour les non-boursiers. En janvier 2024, nous avons porté le seuil de ressources pour être éligible à l'aide à la continuité territoriale à 18 000 euros au lieu de 12 000 euros par part de quotient familial. C'est donc maintenant près de 80% de la population qui est éligible contre 60% précédemment. La semaine dernière encore, un nouveau décret est paru portant la limite d'âge des étudiants accompagnés par l'ADOM de 26 à 28 ans, et je m'en réjouis. Il nous reste maintenant à prendre les décrets d'application pour les mesures en faveur de la mobilité des actifs et des demandeurs d'emploi d'ici la rentrée prochaine. Cela me donne du coup une bonne transition pour aborder la deuxième priorité du budget 2023, le soutien à l'emploi et au développement économique. Pour soutenir l'emploi dans les territoires ultramarins, les TPE et PME ont bénéficié de 1,8 milliard d'allègements de cotisations sociales, soit une hausse de 800 millions d'euros par rapport à 2017. Cela illustre notre volonté de soutenir fortement l'emploi et traduit les effets de la dernière réforme de la LODEOM en 2019, qui a fortement renforcé ces exonérations. Conformément à la pratique habituelle concernant les exonérations de cotisations sociales, nous venons de confier, avec mes collègues Catherine Vautrin et Thomas Cazenave, une mission d'inspection à l'IGF et à l'IGAS pour évaluer l'efficience globale du dispositif en rapportant son coût budgétaire au nombre d'emplois créés et sauvegardés. Nous avons demandé de disposer des résultats de cette évaluation pour septembre. Elle sera évidemment communiquée aux parlementaires. En matière d'emploi toujours, le service militaire adapté, reconnu par tous comme un formidable outil d'insertion, a vu ses moyens augmenter de 30 millions d'euros, traduisant ainsi le renforcement des prestations de formation dans le cadre du plan SMA 2025, ainsi que l'ouverture d'une compagnie supplémentaire à AO. En matière économique, pour tracer la feuille de route des investissements publics de l'État et des collectivités, nous avons lancé une nouvelle génération de contrats de convergence et de transformation 2024-2027, dotés de 2,2 milliards d'euros par l'État, soit 400 millions de plus que la précédente génération. Les contrats avec la Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin et Wallis et Futuna ont d'ores et déjà été signés. Celui avec la Polynésie française est prévu le 10 juin prochain. Et pour les autres territoires, ils sont en cours de finalisation et je souhaite que nous puissions aboutir d'ici juillet afin de lancer sans tarder les nouveaux projets. J'en viens maintenant au troisième objectif du budget 2023, le soutien aux collectivités locales. Afin de soutenir les collectivités territoriales ultramarines en difficulté, le gouvernement privilégie une approche contractuelle gagnant-gagnant, inspirée de la philosophie des quorums. En contrepartie d'engagements en matière opérationnelle et de gestion, l'État apporte son soutien aux collectivités concernées via une subvention de fonctionnement et de l'assistance technique quand elle est nécessaire. S'agissant des quorums, 13 nouveaux contrats ont été lancés en 2023 et nous sommes en train de lancer une nouvelle vague pour 2024-2026. Nous sommes actuellement dans la phase d'analyse des candidatures reçues. En 2023, nous avons versé dans cette approche contractuelle des subventions à la collectivité territoriale de Guyane pour un montant de 40 millions d'euros, au conseil départemental de Mayotte pour 50 millions d'euros versés en 2023 et 100 millions d'euros contractualisés en 2024, au gouvernement de Nouvelle-Calédonie 37 millions d'euros contractualisés, au syndicat mixte de Guadeloupe pour les eaux, comme indiqué précédemment, pour un montant de 24 millions d'euros. Voici, mesdames et messieurs les députés, monsieur le rapporteur, la présentation de l'exécution budgétaire 2023 du ministère des Outre-mer, dont j'ai l'honneur d'être chargé. Je suis maintenant disponible pour les questions, monsieur le président.
Merci, Madame la Ministre. Monsieur Christian Baptiste, vous êtes rapporteur de cette mission. Vous avez la parole pour 3 minutes. Monsieur le Président, merci. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord vous demander de bien vouloir excuser mon collègue Thématé Le Gaïc, co-rapporteur spécial qui est actuellement retenu dans sa circonscription en Polynésie française. Je rappelle en préambule que la mission Outre-mer compte 2 programmes. Le programme Emploi Outre-mer, qui porte sur les moyens budgétaires en faveur de l'emploi dans les territoires ultramarins, et le programme Conditions de vie Outre-mer, qui a pour objectif de réduire les écarts de niveau de vie et d'équipement constatés entre les Outre-mer et la France hexagonale. En 2023, 33,14 milliards d'euros en autorisation d'engagement et 2,98 milliards d'euros en CP ont été consommés. Ces montants dépassent à la fois les montants consommés en 2022 et les crédits ouverts en loi de finances initiale. C'est donc à première vue une bonne nouvelle, mais il faut remettre les ouvertures de crédits qui ont eu lieu en cours d'année dans leur contexte. Plus de 80% des 70 millions d'euros de crédits ouverts en autorisation d'engagement et en CP en cours de gestion, et plus précisément par la loi de finances de fin de gestion, relève de la prise en charge des considérations des exonérations de cotisations sociales de l'URSSAF. Cela signifie qu'une fois de plus, les prévisions utilisées pour établir le projet de loi de finances se sont avérées très éloignées de la réalité. L'autre facteur d'augmentation de la demande de crédit en cours d'année, c'est malheureusement un besoin d'aide exceptionnelle dans un contexte dont on ne peut se réjouir. Je pense en particulier à la crise de l'accès à l'eau potable à Mayotte, ainsi que des aides exceptionnelles à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. La mission compte un opérateur, l'ADOM, qui a bénéficié en 2023 d'une subvention pour charge de service public de 7,31 millions d'euros, ainsi que des crédits d'intervention pour un montant de 43,05 millions d'euros. Nous regrettons une fois de plus l'éclatement de l'effort budgétaire de l'État en faveur des territoires ultramarins sur une multitude de programmes et de missions, pour être précis, 101 programmes et 32 missions en 2023. Nous plaidons donc pour un périmètre plus resserré. Je termine mon propos par 4 questions, Madame la Ministre. L'ouverture de crédits en fin d'année dans des proportions importantes pour la prise en charge des exonérations de charges patronales m'oblige à répéter qu'il faut mieux calibrer en loi de finances les crédits de l'action 1, soutien aux entreprises du programme Emploi Outre-mer. Il faut selon nous travailler plus en amont avec la COS. La Cour des comptes partage tous les ans ses préoccupations à ce sujet. Comment prévoyez-vous de résoudre la situation? Le taux d'exécution des crédits du programme Conditions de vie Outre-mer n'est toujours pas à la hauteur des besoins des Outre-mer. Un taux de consommation de 90,90% des crédits de paiement, c'est clairement insuffisant. Comment comptez-vous, Madame la Ministre, faire en sorte que les engagements de l'État se concrétisent réellement pour les ultramarins? Merci. Enfin, dernière question, juste, Monsieur le Président, un sujet d'attention relevé également par la Cour des comptes, c'est le niveau des restes à payer qui continue à augmenter. On parle de 2,2 milliards d'euros. C'est 5,3% de plus que l'année dernière. On avait dit l'année dernière que des nettoyages étaient en cours, mais ce que je constate, c'est que le niveau Merci, Monsieur le rapporteur. continue d'augmenter. Qu'avez-vous prévu à cet effet? Merci. Madame la Ministre. Oui, merci Monsieur le rapporteur. D'abord, peut-être revenir sur les aides exceptionnelles sur lesquelles vous avez interrogé pour rappeler que le gouvernement a su, quand les circonstances exceptionnelles se sont présentées, justement, être en mesure d'ouvrir des crédits supplémentaires et des autorisations d'engagement supplémentaires. Vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, à la fois concernant la crise de l'eau à Mayotte, à la fois concernant le soutien du conseil départemental de Mayotte qui avait besoin, au vu de la situation qui est celle du département, d'un soutien particulièrement fort, donc 50 millions en 2023, 100 millions contractualisés en 2024. Et puis, vous l'avez également dit, la Nouvelle-Calédonie avec une aide de 37 millions d'euros
de l'État pour faire face à une situation d'urgence qui était d'ailleurs avant la crise calédonienne que nous vivons actuellement, et probablement que nous aurons à nous poser la question pour l'année 2024. Mais ça, ce sera dans le cadre d'une autre audition que nous aurons à évoquer ces sujets. En ce qui concerne l'ouverture des crédits de la LODEOM, il y aura une mission d'inspection qui permettra justement de faire des recommandations pour améliorer les prévisions, ce que vous appelez, monsieur le rapporteur, de vos voeux. Ensuite, sur le taux de consommation, je pense qu'il faut être très clair. Le taux de consommation, tout est consommé depuis 3 ans. Tout est consommé depuis 3 ans. Donc, il n'y a pas de non-consommation de crédit. Et si jamais, évidemment, je me tiens à votre disposition pour qu'on puisse en échanger plus en profondeur sur le côté, mais il n'y a pas de crédit non consommé dans le cadre de notre budget. Sur le reste à payer, il est inévitable en réalité, car chaque année, on a plus d'autorisations d'engagement que de crédits de paiement. C'est normal, car on finance grâce à cela des projets pluriannuels. L'enjeu, c'est de nettoyer ces engagements juridiques avec, par exemple, c'était le cas l'an dernier, avec plus de 100 millions d'euros qui ont été attribués à cela. Voilà, monsieur le rapporteur, ce que je pouvais vous répondre. Merci, madame la ministre. Nous allons maintenant écouter les orateurs de groupe, chacun pour 2 minutes et pas une de plus. Et madame la ministre vous répondra ensuite en 2 minutes et pas une de plus. Merci, monsieur. Nous commençons par Renaissance, Benoît Mournet. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, madame la ministre. D'abord, je voudrais saluer les travaux que vous avez menés, monsieur le rapporteur, et le propos introductif de madame la ministre qui répond déjà beaucoup. Donc 10 milliards d'euros de dépenses publiques pour cette mission Outre-mer, 3 milliards budgétaires et 7 millions en dépenses fiscales, hein, sous votre contrôle et qui sont en progression. Moi, ma question, je voudrais un peu l'élargir sur, au fond, le développement économique de ces territoires et de savoir si on se dote des vrais bons leviers. On sait que les petites économies insulaires, souvent, le ticket gagnant, c'est ouverture et spécialisation. Or, dans nos Outre-mer, moi, je constate, et si on se compare avec Hawaï et les États-Unis, les Canaries et l'Espagne, Madère et le Portugal, qu'on a des écarts de niveau de vie et d'inégalités sociales très importantes dans nos Outre-mer par rapport à la métropole. Est-ce que, même si les situations sont bien sûr différentes, ce que vous avez pu regarder, monsieur le rapporteur, ces travaux qui ont été conduits pour essayer de conduire ces économies vers davantage de spécialisation. Je parlais par exemple du tourisme, je vous donne juste un chiffre, Nouvelle-Calédonie, 120 000 touristes par an, Polynésie française, sauf erreur de ma part, moins de 700 000 touristes, Hawaï, 7 millions de touristes. Donc pour moi, c'est un levier que nous sous-exploitons totalement, avec aussi des freins qu'on se met nous-mêmes, si vous me permettez l'expression, sur des leviers protectionnistes à l'économie qui renchérissent les coûts de la vie et le coût des prix, qui pèsent sur les plus précaires des citoyens, et une incitation sur les emplois touristiques qui est parfois moindre, même si les choses ont progressé ces dernières années, que vers d'autres emplois, notamment d'emplois publics. Je vous remercie. Madame la ministre. Bon, remercier le député Mournet pour cette question qui dépasse un peu le cadre de l'exécution budgétaire. En fait, on pourrait discuter, d'ailleurs ce serait très intéressant de discuter longuement de ces sujets. Peut-être d'abord vous dire que ce que je constate, donc je ne vais pas vous répondre d'un point de vue budgétaire, puisqu'en fait on échange des idées, des sensations, et je serais aussi heureuse d'avoir le point de vue des députés de ces territoires. Je pense qu'évidemment, sur chacun de ces territoires, il y a un fil à tirer sur le développement économique. Et d'ailleurs, un certain nombre de territoires s'y emploient et s'y engagent.
vous avez cité des exemples où les territoires ultramarins paraissent, dans les exemples que vous avez donnés, en deçà des exemples que vous avez donnés. Ils paraissent aussi au-dessus. Si vous les reprenez dans leur zone régionale, il y a nos départements et nos territoires d'outre-mer sont aussi beaucoup plus performants que certains pays de la zone et ont des niveaux de vie beaucoup plus élevés et ont des économies beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus florissantes que beaucoup de pays des zones régionales dans lesquelles ils sont intégrés. Je pense que c'est aussi important de le dire. En tout cas, je pense qu'il y a une réflexion effectivement à avoir, d'ailleurs avec les parlementaires, mais aussi avec les collectivités territoriales, les régions évidemment, qui sont en charge aussi d'accompagner le développement économique, les départements, les collectivités territoriales de façon plus générale, sur quelles sont les chances pour l'avenir de l'économie ultramarine. Tout à l'heure, le rapporteur spécial sur la mission précédente parlait de la diversification agricole. C'est une évidence aujourd'hui qu'il faut réussir à soutenir l'autonomie, l'autosuffisance agricole dans les territoires ultramarins. C'est une évidence, comme c'est une évidence aussi qu'il faut soutenir le tourisme. Dans certains territoires d'outre-mer, il y a d'abord et avant tout, avant de pouvoir s'attaquer aussi à ces sujets-là, qui sont des sujets extrêmement enthousiasmants, il y a la question de l'eau à régler. Pourquoi on s'engage tant aussi sur l'eau? C'est parce qu'évidemment, elle parle au quotidien de l'ensemble de ceux qui sont privés d'eau, qui vivent dans des situations de quotidien extrêmement difficiles, mais aussi parce que avant de pouvoir redévelopper le tourisme, lui redonner une impulsion, si nous ne réglons pas correctement le sujet de l'eau, ce sera extrêmement compliqué. Donc pourquoi le gouvernement s'engage à financer, y compris des domaines qui ne sont pas de sa compétence? C'est bien sûr pour une raison de service public évident et de rendre service aux habitants, mais c'est aussi pour permettre le développement de ces économies. Merci Madame la Ministre. Monsieur Johan Gillet pour le Rassemblement national. Oui, Madame la Ministre, maîtrise insuffisante de l'exécution budgétaire, difficultés majeures et récurrentes, risques avérés pour la soutenabilité budgétaire, sous-consommation de crédits, retrait d'engagement antérieur, sont autant de termes utilisés par la Cour des comptes dans son analyse des crédits outre-mer pour 2023. Ce n'est pas une surprise, tant nous avons de cesse au Rassemblement national d'alerter sur la légèreté avec laquelle vous traitez nos compatriotes et territoires ultramarins. Mais au-delà de ce constat général, je voudrais, Madame la Ministre, aborder la question de l'orpaillage illégal en Guyane. Je voudrais d'abord féliciter les forces de la mission Harpie pour leurs résultats en 2023. Près de 6 tonnes d'or ont été saisies et plus de 4700 carbets illégaux ont été détruits. J'en viens aux questions. D'abord, le coût, bien sûr. Les documents budgétaires ne permettent pas d'avoir un coût complet de l'opération. Ils ne permettent donc pas de mesurer les moyens nécessaires à ceux qui, au péril de leur vie, luttent contre ce fléau. Ensuite, sur l'évaluation des extractions illégales d'or, des données provisoires pour 2023 indiquaient des extractions de 5 tonnes contre 10 tonnes par an en moyenne ces dernières années. Enfin, sur le projet de la filière structurée d'extraction légale d'or en Guyane, qu'a annoncé il y a quelques mois le président de la République, le Rassemblement national est évidemment favorable à la structuration de la filière et nous sommes favorables à la création d'une société nationale minière. Je voudrais par ailleurs évoquer la question du nickel en Nouvelle-Calédonie et sans esprit de polémique par rapport aux événements en cours et qui impactent la filière. L'année 2023 a été marquée par la très grande difficulté de cette filière stratégique. Madame la Ministre, la Nouvelle-Calédonie possède entre 20 et 30% des réserves mondiales. Ce minerai est utilisé en particulier par la Chine dans la production d'acier inoxydable et dans la fabrication de batteries. Devant la quasi-faillite du secteur, un pacte nickel a été annoncé par Bruno Le Maire, mais pour un montant très inférieur aux besoins pour assurer la pérennité de la filière. Sans nécessairement évoquer une nationalisation de la filière à ce stade, pouvez-vous nous indiquer si le gouvernement compte fermer définitivement la porte à tout repreneur chinois, même en position minoritaire? Merci. Madame la Ministre. Oui, d'abord, monsieur le député a rappelé quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est que malgré l'annulation de crédits de 79 millions d'euros sur le budget d'outre-mer, il reste en hausse de 14%. Et donc, quand vous parlez des engagements, je tiens à dire que ce budget est en hausse extrêmement importante, y compris après les annulations de crédits liées à la situation budgétaire que vous connaissez. Vous m'interrogez ensuite sur deux sujets particulièrement importants, celui de l'orpaillage
illégale en Guyane et en forêt amazonienne française et sur le nickel. D'abord, vous avez raison de souligner le travail des forces et d'ARPI, parce qu'ils font un travail exceptionnel dans des conditions extrêmement difficiles. Et on y met évidemment tous les moyens nécessaires de façon à pouvoir accompagner leur travail. Sur l'extraction d'or, vous citez des chiffres qui ne me semblent pas être les bons, puisque quand nous sommes rendus avec le président de la République en Guyane récemment, la gendarmerie nous a fait part de chiffres qui étaient plutôt en constante progression en termes de saisie de tonnes d'or et non en régression comme vous sembliez l'indiquer, si j'ai bien compris votre question. Sur le nickel, autre sujet sur lequel vous m'interrogez, vous le savez que Bruno Le Maire a proposé un pacte nickel au gouvernement calédonien. Alors je vous parle de ça, c'était évidemment avant la crise. Aujourd'hui, nous avons une situation qui fait que le gouvernement devra, en lien avec le gouvernement calédonien évidemment, et puis avec les entreprises, probablement adapter une réponse. En tout cas, c'est ce qu'a dit le président de la République quand il est venu la semaine dernière en Nouvelle-Calédonie pour dire aux entreprises, au-delà du secteur nickel, qu'ils seraient à leur côté pour rebondir après ces épisodes. Sur le pacte nickel, il y a deux choses. La première, c'est que pour des raisons qui sont liées au choix des Calédoniens, il a toujours été inenvisageable de sortir de ce qu'on appelle la doctrine nickel et de raffiner nickel. Or, aujourd'hui, avec l'action des Chinois, on se retrouve avec une surproduction du nickel qui fait tomber les coûts et qui rend les choses peu rentables pour ces entreprises. C'est pour ça que le gouvernement a proposé un pacte nickel, qui est un pacte gagnant-gagnant, qui vient au secours de ces entreprises, mais sans que cela soit sans condition. Pourquoi ? Parce que uniquement subvenir aux besoins des entreprises sans apporter de conditions, ça veut dire être dans une logique de réabondance. Et là, la logique du pacte nickel, c'était bien de dire on est prêt à financer très fortement, plusieurs centaines de millions d'euros pour accompagner ces entreprises, mais à condition que sur l'énergie, vous fassiez l'effort qui permet de faire réduire la consommation et d'avoir des énergies propres, ce qui permettait de garantir la survie de ces usines, monsieur le député. Merci, Madame la Ministre. Madame la Ministre, je ne parlais pas de baisse de saisie. Merci. Je parlais d'une baisse de l'extraction illégale d'or. La parole est à Monsieur Jean-Hugues Ratenon pour la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, les crédits pour le logement restent largement insuffisants. Ça a été dit face à la crise que nous traversons et qui a provoqué une mobilisation des acteurs du BTP à La Réunion. Depuis le début de l'année, le secteur a perdu 900 emplois, des entreprises en grande difficulté et 40 000 demandes de logement sont en souffrance. Cette situation, on la retrouve partout en France, mais cette crise du logement est plus forte dans les Outre-mer où les difficultés pour les familles sont intenables. Je rappelle que nous avions fait adopter lors du budget 2024 un amendement pour doubler la ligne budgétaire unique tombée dans les oubliettes du 49.3. Madame la Ministre, quelle est clairement votre feuille de route 2024-2027 pour enfin améliorer l'état du logement social outre-mer ? Concernant l'emploi dans les collectivités d'outre-mer, les seuls dispositifs d'exonération de cotisation ne fonctionnent manifestement pas. Renforcer la compétitivité des entreprises est un fil rouge qui conduit davantage le gouvernement à faire des cadeaux aux grandes entreprises plutôt que de favoriser l'emploi local. Le ministère envisage-t-il le développement d'autres dispositifs pour lutter contre le chômage toujours très élevé dans les Outre-mer ? Pour ce qui est de l'ADOM 2024, comment l'agence gère la création du nouveau passe-retour ? Enfin, Madame la Ministre, à Mayotte, les distributions d'eau et la prise en charge des factures par l'État ont cessé. Pourtant, les habitants continuent de souffrir de manque d'eau. Une eau peu potable alors que le choléra touche actuellement l'île. Plusieurs personnes sont mortes. Pouvez-vous être plus clair sur les investissements concernant l'eau à Mayotte ? Madame la Ministre. Merci, monsieur le député Ratenon.
D'abord, pour répondre sur la question du logement. Vous l'avez dit, la situation du logement est extrêmement préoccupante en Outre-mer, puisque 80% des 700 000 ménages des DROM sont éligibles, contre 66% dans l'Hexagone. Le stock de logements est de 160 000 logements sociaux, et donc insuffisant, puisque nous avons aujourd'hui 71 000 demandes, comme vous le savez, monsieur le député, qui sont insatisfaites. C'est pour cela que les moyens du ministère sont en constante progression et sont d'ailleurs intégralement consommés afin de permettre la construction et la réhabilitation de logements. En 2023, nous avons ainsi engagé 245 millions d'euros et payé 176 millions d'euros, toujours en progression par rapport à 2022, afin de construire et réhabiliter ces logements. À cela s'ajoutent également des dépenses fiscales, avec par exemple le crédit d'impôt pour la rénovation des logements sociaux, qui a été étendu hors des quartiers prioritaires de la ville pour un coût estimé à 20 millions d'euros. Ces moyens ont permis, monsieur le député, en 2023, de livrer 2900 logements et de pouvoir financer 3500 nouveaux projets. Sur la question de l'exonération de l'ODEOM, elles sont ciblées sur les TPE locales. Et en ce qui concerne le passe-retour sur lequel vous m'interrogiez, des travaux, comme vous le savez, sont en cours avec un champ qui est restreint et qui a été restreint à la demande des députés dans le cadre de l'examen de la projet de loi de finances dernier. En ce qui concerne l'eau à Mayotte, rappelez l'engagement exceptionnel de l'État en ce qui concerne les installations d'eau. 100 millions d'euros pour faire face à la crise 2023. 100 millions d'euros qui ont permis à la fois des forages, la prise en charge des factures, la distribution de 14 millions de litres d'eau, monsieur le député, une opération sans aucun précédent. Également, vous citez les contrats pour financer l'investissement qui sont passés à 700 millions d'euros avec des attributions de l'État qui ont été augmentées de 200 millions d'euros. C'est un engagement extrêmement fort pour nos concitoyens mahorais que nous engageons à Mayotte. Merci Madame la Ministre. Pascal Lecamp pour le MODEM. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, puisque l'autre est en déplacement. Chers collègues, je vous remercie pour les éléments exposés dans votre rapport, messieurs les rapporteurs du coup, et nous partageons au groupe démocrate une grande partie des constats, notamment l'inquiétude relative au reste à payer. Si les informations sont bonnes, c'est 2,2 milliards aujourd'hui, plus 5,5% l'an dernier, donc ça continue à augmenter. Et même si vous nous avez bien expliqué, Madame la Ministre, que ça vient de l'écart crédit de paiement, autorisation d'engagement, je rejoins mes collègues rapporteurs, il faut les apurer au plus vite, dans l'intérêt de tous. Le groupe démocrate est, comme vous le savez, très attaché à l'évaluation des politiques publiques et notamment des dépenses fiscales, dada de notre président de groupe, qui ont tendance à passer un peu inaperçues dans vos travaux. Donc les dépenses fiscales de la mission Outre-mer s'élèvent à 2,5 fois leur crédit. Madame la Ministre, quels éléments d'appréciation pouvez-vous apporter sur cette situation? Certaines dépenses fiscales, je pense aux abattements en particulier, se justifient-elles encore? C'est une question sur le long terme. Merci Madame la Ministre. Merci monsieur le député Pascal Lecamp. D'abord, vous dire que j'ai bien entendu votre appel sur le fait d'apurer au plus vite les restes à payer. Évidemment, nous y employons, exactement. Vous avez bien compris que ce sont à la fois des engagements qui ont été pris donc, par nos prédécesseurs, mais qui nous lient évidemment, et que nous ne pourrons payer qu'une fois que les engagements auront été réalisés. Donc c'est pour cela qu'ils ne sont pour l'instant pas payés, c'est parce qu'ils n'ont pas été réalisés. Vous m'interrogez ensuite sur la défiscalisation. Donc la défiscalisation des investissements productifs, vous le savez, représente une dépense fiscale qui représente un coût compris entre 600 millions et 700 millions d'euros par an et qui accompagne les investissements des entreprises en Outre-mer. Afin de donner de la visibilité aux investisseurs, ces dépenses fiscales ont été prolongées jusqu'en 2029, soit très au-delà, comme vous le savez, de la pratique générale, puisque pour les dépenses fiscales, elles sont réinterrogées tous les 3 ans.
Dans le budget 2024, la défiscalisation a été réformée afin de renforcer des soutiens destinés à l'emploi et à la transition écologique. Des soutiens nouveaux ont par ailleurs été créés pour les investissements des entreprises dans le photovoltaïque et pour les réhabilitations de friches. Enfin, des soutiens, eux, ont été réduits dans les secteurs où des abus et des détournements avaient pu être observés, abus et détournements qui étaient au bénéfice des particuliers, alors même que le dispositif consiste à être bien au bénéfice des entreprises. Les secteurs dans lesquels ces abus ont été notés sont ceux des chauffe-eau solaires, des véhicules de tourisme, ainsi que les meublés de tourisme, monsieur le député. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Johnny Ajar, pour les socialistes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs. Pour moi, l'évaluation des politiques publiques ne concerne pas simplement des lignes de consommation, d'exécution budgétaire. Ces budgets exécutés et faits sur le quotidien des peuples de nos territoires. Et là, véritablement, si vous pouvez parler de consommation quasi complète des fonds alloués budgétairement, je rappelle qu'on ne parle que de 3 milliards d'euros sur un budget de 1 600 milliards d'euros de l'État globalement, et que derrière ces 3 milliards, on peut rajouter jusqu'à 22 milliards, c'est-à-dire 1% du budget de l'État, quand la France est la deuxième puissance maritime grâce aux Outre-mer, une puissance géostratégique grâce aux Outre-mer. Et je continue. Malheureusement, aujourd'hui, les effets sont quasiment invisibles parce que les moyens dépensés sont très largement insuffisants et pas à la hauteur d'un mal développement qui se dégrade. J'en veux pour preuve l'absence de continuité territoriale. Je répète, il n'y a pas de continuité territoriale comme pour le service Corse, parce que quand on regarde l'inflation et les prix des billets d'avion, c'est la catastrophe. Il y a un service de transport public aérien en Corse, il n'y a pas de service public de transport dans les Outre-mer. Ce n'est pas acceptable. Les multiples pollutions, économie de rente, où l'État laisse faire les monopoles, les oligopoles, les concentrations verticales et horizontales avec des marges arrière invisibles que l'État ne veut pas voir. L'implosion du système de santé, la crise du logement, l'absence de rattrapage suffisant du sous-financement des collectivités territoriales. J'aurais aimé que vous puissiez me dire, Madame la Présidente, alors que nous sommes aujourd'hui dans la descente aux abysses, à moins 1000 mètres, et que vous restez aujourd'hui vous satisfaire de 1 mètre de gagné, c'est-à-dire on est à moins 999 mètres, la situation n'est pas acceptable pour nos peuples. Le budget, il est certainement consommé, mais il est très largement suffisant, et les effets en termes d'évaluation de politique publique au service de l'intérêt général ne sont pas au rendez-vous. Madame la Ministre. Votre micro. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Ajar, je crois que chaque personne qui a eu à construire un budget se soucie qu'il ait un impact sur le quotidien des gens. Sinon, ça a quand même peu d'intérêt. Donc, voilà. Du coup, rappeler un certain nombre de choses qui permettent de démontrer que le budget du ministère des Outre-mer a un impact important sur le quotidien des personnes. Et puisque vous m'interrogez sur la continuité territoriale, peut-être là aussi rappeler un certain nombre d'éléments. D'abord, dire que comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, les engagements de l'État sur la continuité territoriale permettent au fur et à mesure, chaque année qui passe, d'avoir un public, un nouveau public qui peut en bénéficier. À la fois un nouveau public, c'est le cas avec les néo-bacheliers dont je parlais tout à l'heure, les chefs d'entreprise, les artistes, les sportifs. À la fois donc un élargissement du public qui peut en bénéficier et aussi un élargissement du financement qui est pris en charge dans le cadre de la continuité territoriale. Alors vous faites une comparaison avec la Corse, peut-être permettre aussi de comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire que comparer la politique de continuité territoriale des Outre-mer
à 100 millions d'euros par an, avec celle de la continuité territoriale de 190 millions d'euros de coût de l'État par an. Mais vous oubliez que dans les éléments de continuité territoriale, il y a également les congés bonifiés, des évacuations sanitaires, des crédits d'hors mission financés pour l'outre-mer, des financements européens, le Fonds spécial européen qui a versé 32 millions à l'ADOM pour notamment financer la mobilité des ultramarins en matière de formation ou pour les demandeurs d'emploi. Voilà, monsieur le député. Merci. Merci, madame la ministre. Monsieur Marcelin Nadeau, pour la gauche démocrate et républicaine. Merci, monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur. Je voudrais saluer vraiment le travail du rapporteur, notamment en soulignant effectivement cette problématique des restes à payer. Donc, j'aurais pu parler effectivement des différentes problématiques qui nous concernent, que ce soit la question des billets d'avion, que ce soit la question du logement, mais je m'arrêterai sur la problématique de l'eau. Parce qu'effectivement, madame la ministre, vous avez évoqué les moyens mis en œuvre par l'État, soit à Mayotte ou soit en Guadeloupe. Mais je dois vous dire que, d'une part, les dysfonctionnements persistent sur ces deux territoires, mais qu'en plus, en Martinique, nous avons été confrontés à un gros problème lié à la sécheresse. Problème qui est dû notamment à la question de la performance des réseaux, parce que lorsqu'en France hexagonale, vous perdez 40% à cause des différentes fuites, chez nous, c'est 20%, du moins chez nous, c'est plus de 40%. Donc, il y a un problème. Vous avez dit tout de suite, ah ouais, mais ce n'est pas notre problème, c'est un peu plus celui des collectivités. Je ne suis pas fondamentalement d'accord. Je vous fais remarquer quand même qu'en Martinique, par exemple, l'usine de Vivet, qui est en mesure de filtrer l'eau, a été construite sous maîtrise d'ouvrage du Conseil général de l'époque, alors que ce problème de pollution est lié à quelques je vais dire, failles au niveau de l'État. Et dire également que nous avons à plusieurs reprises demandé qu'il y ait un véritable programme, une loi pluriannuelle de programmation pour le financement de la question des réseaux de distribution d'eau potable dans les 10 outre-mer en général. Alors, ça avait été voté une fois l'année dernière pour le projet de loi de finances 2024, mais bien sûr, le 49.3 étant passé par là, tout ça a été mis de côté. Mais dire qu'il est important, effectivement, de revenir dessus, parce que l'État, en fait, a une responsabilité, un devoir de réparation. Pourquoi ? Parce que lorsqu'en France hexagonale, le principe qui veut que l'eau paye l'eau était déjà appliqué, avec notamment les agences de l'eau, nous n'avions pas ce dispositif qui a été tardif. Donc, il y a là une réparation qui pourrait se faire par le biais d'une loi de programmation pluriannuelle pour l'ensemble des Outre-mer. Merci. Madame la ministre. Merci, monsieur le député Nadeau. Je n'ai jamais dit, et je ne dirai jamais, que l'accès à l'eau des ultramarins ou des Français de façon générale n'est pas le problème du gouvernement. Ce que j'ai dit, au contraire, c'est que, alors que ce n'était pas de sa compétence, alors que ce n'était pas de sa responsabilité, le gouvernement, et donc l'État, était aux côtés des collectivités territoriales pour justement venir en aide aux Guadeloupéens, aux Mahorais, Martiniquais, qui sont, alors ce Martinique, je vais vous répondre précisément, qui n'ont pas accès à l'eau aujourd'hui ou qui ont mal accès à l'eau. Et pourquoi je dis ça ? Parce que je pense que c'est important d'établir, je veux bien que l'État soit toujours responsable de tout, mais c'est aussi important d'établir les responsabilités, ne serait-ce que par devoir de transparence vis-à-vis des contribuables ou des abonnés au réseau d'eau qui doivent payer des factures. Donc, voilà. Donc moi, je rappelle que le plan eau dans les territoires d'outre-mer est financé depuis 2016 à 740 millions d'euros. Donc vous voyez, ce n'est pas un petit engagement. Sur la situation en Guadeloupe, qui est particulièrement préoccupante, l'État a voulu, par le biais du gouvernement, s'engager fortement pour justement permettre de remettre le niveau du réseau à un bon niveau. Et en le faisant, à la fois, il finance extrêmement fortement le syndicat mixte. Je rappelle, 24 millions en 2023, 20 millions en 2024. Le financement également d'assistants techniques financés par l'État, 10 ETP
qui sont également financés. Et il demande en contrepartie aux syndicats mixtes de pouvoir s'assurer du plan de travaux qu'il doit mettre en place pour faire les forages, pour aussi avoir une bonne gouvernance et permettre justement d'avoir un accès durable à l'eau. Dernier point, c'est la Martinique, c'est important. Juste vous signaler, monsieur le député, qu'en Martinique, pour l'instant, nous n'avons reçu qu'un seul dossier de demande de FEI pour la Martinique pour 2024 sur l'eau. Donc, et j'ai dit dans mon propos liminaire, si vous avez attentif, que évidemment, nous serons très attentifs à tout sujet permettant de travailler sur les questions d'eau et d'assainissement. Merci Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur spécial, souhaitez-vous prendre une minute pour conclure? Oui, juste quand même une interrogation, c'est sur les dépenses fiscales. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats. Il y a le débat qui est lancé sur le temps de mer, qui même déjà, qui peut-être veut être remis en cause. Mais je voulais savoir effectivement quelles sont vos intentions à ce sujet. Mais surtout encore rappeler que c'est vrai que les enjeux pour nous dans des territoires dits d'outre-mer, c'est vrai que les crédits sont sûrement consommés. Mais nous devons être à la hauteur de vrais enjeux sur certains sujets, notamment en matière de développement économique. C'est vrai que l'agro-transformation, c'est vrai que le collègue en a parlé, l'agro-transformation, l'agroécologie et aussi les énergies renouvelables. Bon, en fait, ce sont des sujets qui feront l'objet de débats plus larges. Mais en tout cas, sur les dépenses fiscales, nous sommes en train de nous interroger, en tout cas sur vos intentions à ce sujet. Voilà. Madame la Ministre, le mot de la fin. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, remercier les députés qui ont suivi cette audition et puis remercier le rapporteur, Christian Baptiste, pour son travail et son engagement sur les sujets financiers en Outre-mer et pas que financiers, d'ailleurs, Monsieur le député. Sur la question de la vie chère, puisque c'est là-dessus que vous m'interrogez, mais d'abord partager avec vous le constat qui est sans doute transpartisan. C'est la différence du coût de la vie en Outre-mer par rapport à celui de l'Hexagone, où on observe sur certains produits des prix qui sont beaucoup plus élevés qu'en Hexagone, entre 20 et 40% en fonction des produits, en fonction des territoires, plus élevés qu'en Hexagone. Donc il doit y avoir une recherche, très clairement, une explication des causes de cette hausse. Vous avez parlé de l'octroi de mer. L'octroi de mer fait probablement partie de ce qui contribue à la hausse de ces prix. Est-ce que c'est le seul outil qui contribue à la hausse de ces prix? Peut-être pas, probablement que non. Il y a sans doute des questions sur le fret, des questions sur les carburants, des questions qui doivent pouvoir être évidemment analysées. En tout cas, moi, c'est le souhait que j'ai, c'est qu'on puisse travailler sur ces questions de fabrication des prix afin qu'elles aient un impact sur le pouvoir d'achat, qu'on puisse avoir un impact pour plus de pouvoir d'achat des ultramarins, tout en disant que je pense que la difficulté sur l'octroi de mer, c'est qu'en fait, ça finance deux objets qui sont très différents. Le premier, c'est de financer la protection de production locale. Or, on constate qu'il y a un octroi de mer sur des produits qui ne sont pas produits localement. Donc, c'est quand même surprenant d'imposer une taxe à des produits qui ne sont pas produits localement, alors même que c'est censé être là en soutien d'entreprises locales. Donc, quand il n'y a pas d'entreprise locale, c'est surprenant de taxer ces produits. Et le deuxième objet, c'est celui de financer des collectivités territoriales, la région, puis ensuite par le biais de la région, les communes, qui font que probablement que la façon dont est conçue cette taxe manque probablement d'une forme de compréhension par le plus grand nombre, y compris d'ailleurs par l'ensemble des élus qui, quand j'en parle, quel que soit leur bord, quel que soit le niveau de collectivité ou de responsabilité qui est le leur, sont preneurs d'avoir des informations sur cette fabrication des prix au global. Je pense qu'elle intéresse chacun d'entre nous. Merci, Monsieur le Président. Merci à tout le monde. Merci, Madame la Ministre. Nous avons terminé avec la CEPP consacrée à la mission Outre-mer. Et nous nous retrouvons à 21h pour la CEPP dédiée à la mission enseignement scolaire.